la fermeture des remontées mécaniques, pour moi, ça a vraiment montré la résilience de la destination montagne. Toutes les stations village pendant les vacances de Noël ou les vacances de février avaient des taux de remplissage qui étaient quand même très bons. Et plein d'autres activités ont réussi à germer autour du ski alpin. Il y a eu un énorme boom sur le ski de randonnée, qui était il y avait déjà tous les ingrédients qui étaient réunis pour pouvoir faire grossir la pratique, mais là, ça a été vraiment l'explosion. Le ski de fond, le ski nordique, et puis la raquette à nage, qui est un peu une activité qu'on fait comme ça de temps en temps. L'année dernière, tous les sentiers ont été ultra utilisés. Bonjour et bienvenue parmi les Digital Doers, votre podcast source d'inspiration pour les acteurs de l'innovation. Ce programme est coproduit avec Comexposium pour l'événement incontournable qu'est le One-to-One Retail e-commerce de Monaco. Je suis Cyril Duplessis, acteur du changement dans le digital depuis plus de 20 ans. Je donne ici la parole aux personnalités de notre écosystème en France, qu'ils soient prestataires, annonceurs, marques, retailers ou pure players. Ils sont des acteurs engagés dans leur business et l'innovation fait partie de leur quotidien. Source intarissable d'inspiration, je vous propose une conversation dynamique et sincère pour vous donner accès à leur retour d'expérience, leur vision et leur analyse sur les tendances et les perspectives marché. Depuis juillet 2019, les Digital Doers rassemblent des témoignages uniques et de grande qualité directement accessibles ici même, mais aussi sur les chaînes partenaires. En effet, je produis et anime des chaînes de podcast pour compte de tiers, c'est-à-dire pour des prestataires de services, du retail et du e-commerce. Le concept est simple, inviter un prospect à venir discuter de votre problématique avec un expert maison dans une conversation tripartite. Vous êtes intéressé? N'hésitez pas à me contacter directement sur le site lesdigitaldoers.com ou via LinkedIn. En attendant, je vous souhaite une bonne écoute, toujours sans coupure. Neige, sport d'hiver, après une saison blanche, les professionnels de la montagne ouvrent celle de 2021-2022 avec beaucoup d'espoir. Dans ce business de la glisse, le matériel, ski, snowboard, chaussures, vêtements représentent une part très significative de chiffre d'affaires, vous pouvez aisément l'imaginer. Pour en parler aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir un entrepreneur, pure player, mais ouvrant des points de vente physiques et qui depuis plus de 12 ans déjà, propose un combo ski-robe-le-champ et vous allez comprendre pourquoi. J'ai nommé Thomas Rouault, le CEO et fondateur de Snowleader. Avec Thomas, nous allons revenir sur la situation du marché de la montagne. Il est vaste et comme beaucoup d'autres secteurs, le Covid a apporté son lot de perturbations. C'est un euphémisme. Nous allons voir comment le secteur s'en remet et quelles sont les tendances qui se dessinent. Nous poursuivons avec la proposition de valeur de Snowleader. Comment l'entreprise adresse-t-elle son marché? Quels sont les nouveaux besoins en matière de matériel? Et pourquoi un acteur 100% online ouvre-t-il donc des magasins? Enfin, et comme d'habitude, nous nous intéresserons à la relation client. Je veux parler CRM, acquisition, fidélisation, données clients ou encore réseaux sociaux. Mais avant de commencer, Thomas, pourrais-tu te présenter en quelques mots? Bonjour Cyril, je m'appelle Thomas, j'ai 39 ans, j'ai créé Snowleader en 2008. Snowleader, c'était au départ un pure player qui revendait du matériel outdoor exclusivement en ligne. Et on a ouvert effectivement des magasins physiques à partir de 2015. On est présent dans 3 grandes familles de produits, les sports d'hiver, les sports outdoor et tout ce qui est prêt-à-porter, la mode urbaine. Ouais, on va revenir sur tout le détail de tout ça, mais alors tu nous dis que tu as 39 ans, ça veut dire que tu as quand même déjà quelques années d'expérience avant 2008, avant de te lancer. T'as quoi comme profil? T'es plutôt ingénieur, t'es plutôt commerce, marketing? Par quoi t'as commencé? C'est quoi ta formation? Plutôt marketing. J'ai une formation classique d'école de commerce. J'ai fait, ça s'appelait le CERAM à l'époque, à Sophia Antipolis, maintenant ça s'appelle Schema. Et j'ai eu la chance de pouvoir faire une césure et un apprentissage chez Nike où je m'occupais des catégories outdoor. Ça s'appelle toujours ACG et on avait aussi lancé Nike 6.0 qui est devenu Nike SB par la suite.
Et du coup, j'ai rapidement... Combien de temps tu restes, tu dis, chez Nike? J'ai bossé en cumulé entre la césure, l'apprentissage, un peu moins de 4 ans. Mhm. Et dans la foulée, du coup, j'ai créé SnowLeader. Je ne suis pas resté salarié très très longtemps. Bah, explique-nous pourquoi, comment en fait tu as été amené à créer SnowLeader, finalement relativement jeune. Tu devais avoir entre 25 et 30 ans, si mes calculs sont pas trop Ouais, mauvais. j'avais 24 ans. 24 ans, ouais. En fait, je suis parti de Paris parce que, à force de passer du temps dans les Alpes et à Annecy, la vie parisienne ne me convenait plus. J'ai eu différents CDD côté français, côté suisse, et sans forcément m'épanouir. Et du coup, j'ai rencontré l'ami d'enfance d'un de mes collègues de chez Nike qui avait déjà eu des premières expériences de petits sites de e-commerce sur OS Commerce à l'époque. Et puis on s'est dit qu'il y avait vraiment un segment de marché, qu'il y avait vraiment une opportunité à saisir. Le e-commerce à l'époque était vraiment orienté 100% vers du déstockage, vers de la fin de série, des lots. Et nous, on a pris le marché à l'envers. En fait, on s'est dit qu'on allait créer vraiment une boutique haut de gamme en ligne avec toutes les marques qu'on ne pouvait pas retrouver, notamment à Paris, d'où je venais. On avait une offre qui était vraiment aseptisée au niveau de la montagne. Tous les grands acteurs mass market avaient une offre qui était très limitée. Et en fait, c'est un marché où il y a énormément de petits labels, de petites marques, des produits qui étaient recherchés mais introuvables. Et en fait, l'opportunité de marché qu'on a identifiée, c'était vraiment de pouvoir proposer ces petites marques moins connues aux passionnés de montagne qui n'habitaient pas forcément à proximité des magasins spécialisés de stations où on voit qu'il y a une offre qui est complètement différente de celle qu'on voyait dans des grandes enseignes sport. Ouais, tu vas nous développer tout ça un peu après pour savoir de quoi vous êtes parti. C'est un bon petit teasing pour commencer. Je retiens que finalement, tu es un entrepreneur né dans le sens où très rapidement après la fin de tes études, tu t'es engagé dans cette voie et puis on le combine avec probablement une passion de la montagne. Tu disais que tu passais déjà beaucoup de temps dans les Alpes et pas à Paris alors que c'est là où tu habitais. J'en déduis qu'il y avait cette passion pour la montagne. Ouais, depuis tout petit, c'est vraiment quelque chose qui m'anime vraiment d'être en nature, de pouvoir. Mes parents ont eu très tôt un California. C'était à l'époque un peu les hippies qui avaient ce type de véhicule. Le van. C'est un peu une monnaie courante, le van. Et ouais, j'adorais être dehors, faire des randos, aller au ski. À chaque fois qu'on rentrait le vendredi soir, quand on devait plier les affaires, c'était un crève-cœur à chaque fois de s'en aller. Et c'est pour ça que déjà, Sofia Antipolis, on est vraiment à proximité de la montagne. C'était Ouais. aussi un choix qui était drivé par ça. Et puis cette opportunité à la fois en stage de pouvoir travailler pour Nike, qui dans le sport est vraiment une super école en termes de méthode, de process. J'ai vraiment énormément appris et de pouvoir être aussi en contact avec la communauté outdoor. C'était vraiment un super mix pour pouvoir combiner à la fois la connaissance du milieu dans lequel je voulais évoluer et puis d'avoir ce savoir-faire, cette expertise que Nike développait d'un point de vue marketing. Très clair. Je le disais en intro, on va tout de suite l'expliquer avant qu'on aille sur le marché. Je parlais d'un combo ski-reblochon parce que SnowLeader se définit comme une reblochon compagnie. Tu peux nous en dire deux mots? Juste le clin d'œil. Le clin d'œil, il est vraiment depuis l'origine du site. En fait, quand on cherchait un nom, vérifier que le nom de domaine était disponible avec mon associé de l'époque qui était du Grand Bornand, on voulait vraiment avoir une promesse vis-à-vis de nos fournisseurs qui était de ne pas avoir un discours prix parce que pour aller chercher les marques premium, vraiment qu'on respecte les prix publics, sinon les marques n'allaient pas nous faire confiance. Et on savait que pour se faire connaître, il fallait quand même qu'on offre un petit plus, il fallait qu'on se démarque. Et en étant basé au Grand Bornand, on s'est dit, voilà, on va offrir un petit bout de notre vallée aux clients. Ça leur permettra de voir aussi que on est vraiment basé au cœur des Alpes, qu'on est vraiment des pratiquants, des connaisseurs du produit. Et on s'est décidé à offrir un reblochon fermier
dès que les commandes font plus de 150 euros. Et on a fait ça pendant quasiment 8 ans en ligne. On a dû arrêter dès que notre business export a commencé à décoller. On avait des temps de transit qui devenaient trop importants. Donc on a décidé d'arrêter les reblochons en ligne, mais qui sont toujours présents dans nos boutiques physiques avec des caves à fromage dans lesquels nos clients vont récupérer leurs reblochons. Mais on a gardé ce système vraiment de cadeaux un peu original qu'on offre dès 150 euros. Et aujourd'hui, on l'anime avec... on offre du miel qu'on fabrique dans les ruches qui sont installées. Tu vas revenir sur tout ça. Tu vas revenir sur tout ça, surtout dans la troisième partie, parce que c'est une façon d'animer votre communauté et c'est bien de ça dont il s'agit quand je parle de la relation client. Merci pour ces explications sur le reblochon et c'est vrai que je connaissais l'histoire bien sûr, mais je préférais t'entendre la raconter. C'est une singularité qui est véritablement attachée à Snow Leader et à mon avis les clients apprécient beaucoup. Parenthèse refermée, revenons, je le disais en intro, sur le marché. L'année dernière, on peut dire, la dernière saison, les saisons donc, dans le monde du ski sont à cheval sur deux années calendaires. La dernière saison était horrible, fermée, blanche, pour ainsi dire. Ça n'a pas été si horrible que ça, en fait, parce que le ski alpin, ça a été une catastrophe. Ça a vraiment été extrêmement dur pour les magasins de ski, pour les marques qui fabriquaient que des skis alpins, pour toute l'économie de la montagne. Mais par contre, il y a eu des vraies opportunités de marché à saisir. Et en fait, la fermeture des remontées mécaniques, pour moi, ça a vraiment montré la résilience de la destination montagne. Toutes les stations villages pendant les vacances de Noël ou les vacances de février avaient des taux de remplissage qui étaient quand même très bons. Et plein d'autres activités ont réussi à germer autour du ski alpin. Il y a eu un énorme boom sur le ski de randonnée, qui était déjà, il y avait déjà tous les ingrédients qui étaient réunis pour pouvoir faire grossir la pratique, mais là ça a été vraiment l'explosion. Le ski de fond, le ski nordique, alors pareil, il y avait les ingrédients, le biathlon avec sa diffusion sur la TNT fait que les gens disaient tiens, on pourrait peut-être essayer une journée dans la semaine. Donc le ski de fond a vraiment explosé. Et puis la raquette à neige, qui est un peu une activité qu'on fait comme ça de temps en temps, l'année dernière, tous les sentiers ont été ultra utilisés. Et en fait, ces trois activités-là, elles nous ont permis de faire une année qui a été plutôt bonne au final. On porte un peu de stock sur le ski alpin, parce que forcément, en France, en Italie, qui sont des gros marchés, tout était arrêté. Mais à côté de ça, la Suisse et l'Autriche avaient leurs stations qui étaient ouvertes. Et compte tenu aujourd'hui de la part de notre business export, on n'a pas eu une baisse si importante que ça sur nos ventes de ski alpin. Donc la réalité, elle est un peu... elle est plus contrastée. Elle est plus contrastée, elle est à pondérer. Et souvent, les investisseurs me challenge, mais qu'est-ce que vous allez faire s'il n'y a pas de neige, ou si la neige s'arrête, ou si les stations n'ouvrent pas. Et en fait, pour moi, l'année dernière, ça a vraiment été la preuve par l'exemple que la destination montagne, elle est ultra diversifiée. On peut pratiquer du ski, on peut pratiquer plein d'autres activités. Et même au final, s'il n'y avait pas de neige, on peut faire du vélo électrique, on peut se promener. Et la destination montagne, elle a beaucoup plus à offrir que uniquement la neige et le ski alpin. Ça c'est vrai, et c'est parce qu'on enregistre cet épisode un 9 décembre qui est une date proche de l'ouverture en fait des stations et de la saison hivernale de la montagne. C'est intéressant que tu nous parles de ça. On va revenir quand même sur les tendances pour l'hiver. Avant d'y aller, je voudrais que tu t'entendes sur les activités estivales de la montagne, parce que tu l'as laissé sous-entendre. Il n'y a pas que la neige, il n'y a pas que l'hiver, mais il y a aussi l'été. Probablement que tu confirmeras ce que moi j'ai entendu à droite à gauche depuis quelque temps déjà. C'est un nombre croissant de personnes qui choisissent la destination montagne l'été pour découvrir finalement d'autres types d'activités et de sports dans ce lieu. Effectivement, alors à l'été 2020, la montagne, elle a vraiment, à mon sens, profité du Covid. Puisque tout le monde ne savait pas trop quelles allaient être les conditions d'accès sur les plages. Nous, on avait un peu peur de la promiscuité avec la densité
d'estivants sur le bord de mer. Et on a vraiment vu, à partir du printemps, après le week-end de Pâques, en fait, 2020, une demande qui était croissante sur l'ensemble de toutes les activités outdoor. L'escalade qui pouvait plus se pratiquer dans les salles qui étaient fermées, donc toute l'escalade outdoor a eu une forte croissance. Le trail, c'est pareil, c'était déjà une tendance de marché qui était déjà assez forte, mais qui a vraiment explosé avec le confinement, fermeture des salles de sport. Tout le monde a eu envie d'aller dehors, de prendre l'air. Et puis la randonnée, ça reste malgré tout, je ne veux pas dire de bêtises, mais il me semble que la randonnée est le sport individuel le plus pratiqué en France. Et les clients se sont dit, voilà, on va redécouvrir la destination montagne qu'on avait peut-être un peu oubliée parce que à la mode ou plus simple avec les enfants d'aller au bord de mer. Et les taux de fréquentation sur l'été 2020 dans toutes les stations ou les destinations montagne, elles ont été extrêmement fortes et toute l'industrie outdoor en a vraiment profité parce que les clients ont redécouvert un certain nombre de pratiques qu'ils avaient peut-être un peu oubliées, puis en disant finalement de marcher en nature, de prendre l'air, de se ressourcer, ça fait beaucoup de bien, quoi. Alors j'ai quand même une question qui me vient en t'entendant parler. Tu expliquais qu'effectivement il y avait eu des opportunités à saisir et tu l'as très bien exprimé avec l'émergence ou l'accélération de la pratique d'un certain nombre de sports comme les raquettes, le ski de fond ou le ski de rando. Cependant, même si on associe les activités outdoor d'été, est-ce que c'est venu compenser le manque à gagner que représente le ski alpin ? Alors, sur l'été 2020, oui, largement. Faut en mettre dans le contexte. Édouard Philippe annonce, je crois que c'était le 14 mars, fermeture des stations de ski, des restos, des bars. J'étais à la montagne ce jour-là, donc c'est un moment qui m'a bien marqué. Et là, tout s'arrête. C'est vraiment la cata. Les gens, nos consommateurs, on voit le nombre de requêtes qui s'effondrent. Tout le monde était vraiment dans un marasme, était plus préoccupé d'aller acheter des pâtes que de continuer à s'acheter des équipements de sport d'hiver. Et le redémarrage qu'on a eu, comme je te le disais, à partir de Pâques, là, ça a vraiment été un redémarrage extrêmement fort, certainement encouragé par les économies que nos consommateurs avaient pu faire en allant moins au resto, tout ce qu'on a entendu de cette épargne que les Français avaient accumulée. Et on a vraiment ressenti un redémarrage extrêmement fort sur l'été. Vraiment, je ne peux pas te donner une activité plus qu'une autre qui a été plus favorisée par nos clients. Et c'est vraiment tous les produits d'outdoor, la tente par exemple, vu que les refuges étaient fermés, tout ce qui est produit lié au bivouac, les réchauds, les sacs de couchage, on a vraiment vu une explosion de la demande. Et au final, si on regarde sur notre exercice, la croissance de chiffre d'affaires générée sur ces périodes, elle a vraiment compensé la perte de chiffre d'affaires qu'on a eue en mars-avril sur le ski alpin. Ok, parce que c'est une question qui me paraît importante d'être posée, puisque l'équipement pour faire du ski alpin est autrement plus fort. Il y a plus de matériel que pour aller faire de la rando ou une bonne paire de chaussures, même si on rajoute le bivouac, ne compense peut-être pas l'achat de combinaisons, de casques, de ski, de chaussures pour l'ensemble d'une famille. J'ai quand même un autre point que je voudrais soulever, qui est celui de la fréquentation, et de l'utilisation étrangère. Tu as parlé du fait que Snow Leader vendait cross-border, donc à l'étranger, et tu vas nous dire d'ailleurs quelle est la part de ton chiffre d'affaires là-dedans. La question qui me vient, c'est est-ce que l'augmentation de la fréquentation par les Français de la destination montagne est venu compenser l'absence de touristes britanniques, par exemple, qui représentent une cohorte importante de skieurs en France? Alors, les réalités sont différentes entre le retail et le online. On a une boutique à Chamonix qui vit, on va dire, à 80% avec des touristes étrangers. Et
Et eux, clairement, ils ont disparu cet hiver, l'été 2020, et même cet été, la fréquentation, elle était en forte baisse. Donc là, on a eu une baisse de chiffre d'affaires et de fréquentation qui a été significative. Et en plus, c'est une clientèle avec un très fort pouvoir d'achat, qui, qui ont des paniers moyens qui sont ultra élevés. Et l'augmentation de la fréquentation des clients français n'a pas compensé la baisse de panier moyen et de pouvoir d'achat les consommateurs suédois ou britanniques à Cham représentent. Sur le e-com, au final, alors UK a été un cas très particulier puisque en plus de subir le contingentement des Britanniques sur leur île, on a dû gérer le Brexit avec des consignes de l'administration fiscale qui ont été données, je crois, le 11 décembre de mémoire. Donc, pour ne pas avoir de coupure de service, ça a été vraiment un gros rush pour toutes les équipes techniques. Mais bon, au final, les clients britanniques, ils sont restés chez eux. Ils ont moins pratiqué de ski alpin, c'est certain. Mais par contre, ils ont aussi redécouvert leur environnement. Ils ont quand même des régions. Alors, c'est pas la montagne comme nous on l'entend, mais en tout cas, ils ont redécouvert une pratique outdoor chez eux. Et notre offre, qui est à la fois en produits outdoor et en produits de sport d'hiver, nous a permis de compenser la baisse de chiffre d'affaires du ski alpin. On a vendu des portes bébés, on a vendu des chaussures de trek, des chaussures de trail. Et au final, ça s'est plutôt bien équilibré. Avec un panier moyen qui a diminué. Tu le mentionnais, effectivement, quand on vend une paire de skis, le panier moyen, il a tendance à tracter assez fort. Mais au final, le pouvoir d'achat que les consommateurs britanniques ont consacré à l'ensemble de leurs pratiques outdoor est resté la même. Donc, ils ont renouvelé peut-être un peu plus rapidement leurs chaussures de randonnée. Ils en ont profité pour changer leur veste 3 couches, leur veste en Gore-Tex. Et donc, au final, en termes de chiffre d'affaires, on a réussi à avoir la même trajectoire qu'on aurait eu que si ça avait été une saison normale avec les consommateurs britanniques qui étaient venus en France. On a moins subi, je fréquente quand même souvent les magasins de nos stations françaises. Eux, effectivement, ils ont pâti de l'absence de consommateurs britanniques puisqu'ils sont dépendants d'une zone de chalandise et ils sont dépendants d'une mono-activité. Nous, notre chance, c'est vraiment de ne pas dépendre d'une zone géographique et de ne pas dépendre d'une activité. On vend beaucoup de produits outdoor pendant l'hiver, on vend un peu moins de ski pendant l'été, mais notre offre outdoor, elle est vraiment présente toute l'année et on avait anticipé au niveau de nos équipes achats pour se dire, ok, on avait un peu anticipé le coup sur la fermeture des stations de ski. On sentait le truc, on avait anticipé du stock sur le ski de rando, on avait anticipé du stock sur les raquettes. Et on avait aussi anticipé sur les produits outdoor en se disant, de toute façon, c'est des produits qui ont une durée d'écoulement qui est assez longue. Donc, prenons le risque, on va voir ce que ça donne. Et on avait anticipé pour avoir du stock et répondre à la demande si jamais ça devait arriver. Ok, ça me fait arriver sur le point justement de la façon comment tu perçois l'évolution du marché de la montagne en général et de l'équipement en particulier sur la saison, là entre maintenant et l'été prochain. Est-ce que finalement les nouvelles pratiques qui ont été découvertes et que tu as mentionné, le ski de rando, le ski de fond et la raquette, pour citer les trois principales, va se maintenir? Est-ce que ça a été de l'acquisition ou est-ce que les gens vont revenir très fort sur le ski alpin? Comment toi tu perçois un peu, tu parlais justement d'attente, d'anticipation sur les stocks avec l'exemple que tu viens de nous donner. Quelque part, comment t'anticipes toi ce qui va se passer dans les 6, 9, 12 prochains mois? Alors, c'est compliqué. On avait un peu peur que l'engouement sur le ski de randonnée s'effondre en se disant on a quand même vendu énormément de matériel l'année dernière. On s'est dit qu'il va y avoir une profusion d'offres sur le marché de l'occasion. Et en fait, pas du tout. La fermeture des stations de ski alpin en France, ça a vraiment été un catalyseur
pour découvrir ces nouvelles pratiques. Et en fait, ce qu'on se rend compte, alors on est au tout début de la saison, c'est dur de tirer des constats maintenant, mais en tout cas, sur toute l'avant-saison, ce qu'on voit, c'est que la rando est toujours en croissance. Elle recoupe les chiffres de l'année dernière en générant un peu de croissance. Donc ça veut dire qu'il y a quand même une demande qui est assez soutenue. Parce que, en fait, nos clients, ils ont adoré pratiquer le ski de rando dans des stations qui étaient plus sauvages. Ils ont pris vraiment du plaisir à pratiquer ces nouvelles activités. Le ski de fond, pareil. À Annecy, maintenant, sur les pistes de ski de fond qui sont à proximité d'Annecy, le soir, on voit des frontales. Ça a vraiment permis aux consommateurs de redécouvrir ces pratiques, d'y prendre goût et de les ancrer vraiment dans leur panel d'activités qu'ils peuvent pratiquer le soir, le week-end. Sur le ski alpin, clairement, on sent que nos consommateurs, ils ont faim. Ils ont faim parce que ils se sont fait virer de station le 15 mars, Manu Militari, et le consommateur français, ils ont envie de revivre leur semaine au ski parce que, au-delà de l'activité, la semaine au ski, c'est souvent des groupes de copains, ça peut être des groupes de cousins, enfin, il y a quelque chose de festif et puis qui va au-delà de la simple pratique sportive. Et on sent qu'il y a vraiment un appétit pour la destination. Ce qui m'inquiète un peu, c'est la façon, au final, dont les stations, elles traitent ces nouvelles pratiques. Parce que pour pratiquer le ski de randonnée, il faut des pistes balisées, il faut pas mélanger les flux entre les gens qui descendent et les gens qui montent. Pour faire du ski de fond, il faut des pistes entretenues. Et les grandes stations, elles ont eu tendance à s'ultra spécialiser dans le ski alpin, à installer des appareils qui avaient des débits pharaoniques, à construire des pistes qui étaient des boulevards. Et je pense qu'elles ont besoin de se moderniser et d'entendre que le ski alpin est un élément très important. Les clients viennent en station pour pratiquer du ski alpin, mais peut-être qu'ils vont revenir dans une station l'année suivante parce qu'ils auront pu pratiquer d'autres activités et que le terrain de pratique était cool. Et sur l'été, c'est encore plus vrai, parce que entre ce que les consommateurs attendent et l'offre des stations, mais il y a un monde... Qu'est-ce que les consommateurs attendent justement là, sur l'été ? Le consommateur, l'été, ce qu'il attend, c'est de... Aujourd'hui, tu as quand même beaucoup de stations qui ferment les remontées entre midi et 2, par exemple. Quand tu fais du VTT à la montagne, si tu as réservé un resto pour casser la croûte à midi et demi, tu t'attends pas à rester planté parce que les remontées mécaniques à midi, c'est rideau. Si c'était ça l'hiver, ce serait l'insurrection dans les stations. Le consommateur, il attend d'avoir des remontées qui soient ouvertes 7 jours sur 7. Il attend d'avoir des sentiers qui soient balisés et facilement accessibles. En termes d'hébergement aussi, il attend à avoir l'hiver, on peut se contenter peut-être d'un espace un peu plus réduit et puis de ne pas avoir d'extérieur. L'été, on a envie d'aller faire un barbecue, on a envie d'être dehors, de traîner un peu le soir, un peu plus tard, même s'il fait frais en station. Et on voit que la France, elle est un peu en retard par rapport à d'autres pays où aujourd'hui, en Scandinavie ou même en Autriche, il y a plein de barbecues publics en fait. Dès qu'on arrive sur une aire de pique-nique, on peut faire ses grillades. Dans les stations françaises, on sent que c'est un peu moins avancé. Et l'ultra spécialisation dans le ski alpin, elle s'est faite un peu au détriment de se dire la montagne peut vivre à l'année. Un exemple tout con, c'est l'automne et une des plus belles saisons à la montagne. On voit que des destinations comme le Canada le traitent super bien, l'été indien, les couleurs dans les forêts. Trouve un hôtel ouvert pendant les vacances de la Toussaint en montagne. Faut se lever de bonne heure pour le trouver. Et puis, si tu as envie d'aller manger au resto, je vais pas citer de nom de station pour pas me faire des nuits, mais il y a plein de stations de ski où il n'y a pas un resto d'ouvert pendant les vacances de la Toussaint. Alors qu'on a vu cette année que justement les consommateurs avaient besoin de souffler et de prendre un petit break pendant le mois d'octobre.
Et la montagne, elle ne traite pas du tout cette saison. Alors que c'est un terrain de jeu fantastique pour des clients qui adorent pratiquer les activités outdoor. Ouais, donc ce que je retiens dans ce que tu dis, c'est que finalement, les bouleversements liés au Covid ont permis l'éclosion et la croissance de pratiques sportives existantes, mais qui ont été révélées aux yeux des consommateurs, et ils se les sont appropriés, et il semblerait que ça soit pas un effet de mode, mais que ça s'inscrive dans la durée. Pardon. Et puis, donc ça va venir s'additionner à une pratique du ski alpin, et j'entends également qu'il y a un besoin d'adaptation de finalement l'ensemble des infrastructures en station, que ce soit à la fois pour pouvoir faire la place à différents types de pratiques sportives, et aussi sur des sujets plus d'organisation, d'hébergement, de restauration, d'hôtellerie, avoir des propositions alléchantes tout au long de l'année, et pas uniquement performantes durant la saison d'hiver, hein. C'est un peu ce que tu dis. Ouais, il y a vraiment besoin d'un changement d'état d'esprit, à se dire, aujourd'hui, la plupart des sociopros en montagne, en France, hein, parce que c'est pas, encore une fois, la réalité est différente à l'étranger et même en Europe proche, les sociopros, ils jouent leur saison sur 4 mois. Aujourd'hui, c'est ultra risqué de faire ça avec les aléas climatiques, le Covid, on l'a vu, et il faut vraiment se dire que la montagne, c'est un terrain de jeu, et que la neige, c'est magnifique, mais que il y a plein d'autres moments dans la saison où c'est aussi magnifique. Et au final, le consommateur, il devance un peu la proposition, les offres que peuvent créer les stations. Quand je dis les stations, c'est à la fois les remontées mécaniques, c'est les hôteliers, les offices du tourisme. L'ensemble des acteurs, quoi. Et l'ensemble des acteurs. Et quand tu vois, par exemple, l'augmentation, on en parlait tout à l'heure, des ventes de vannes, tous les parkings sur... je me souviens plus comment elle s'appelle, l'application Park Fortnite. Tu vois le nombre de téléchargements et l'explosion des ventes, la location avec des boîtes comme Black Sheep ou ce type d'acteurs. En fait, les consommateurs, ils recherchent des lieux pour pouvoir pratiquer l'ensemble des activités outdoor. Et aujourd'hui, à mon sens, dans la raquette sur qu'est-ce qu'on leur propose, quelle est l'offre qui est en face, quoi. Bon, écoute, merci pour cette analyse, cette vision, ces commentaires sur le marché. Je crois que tu as bien campé la situation. C'est très clair. Je pense que c'est clair aussi pour les auditeurs. Tu as commencé à en parler en introduction quand tu t'es présenté sur la création de Snow Leader, qui est une entreprise qui existe déjà depuis donc plus de 12 ans. Tu as parlé de cette Roblochon compagnie, et puis finalement cette démarche un peu singulière pour pouvoir exister et se différencier de la concurrence. Tu as expliqué brièvement comment l'idée t'était venue, vous était venue. J'ai compris que t'étais pas tout seul, t'étais au moins 2, c'est ça? Non? Exactement. Ouais. Comment on commence, juste sans aller très très loin dans le détail, mais comment on commence ce genre d'activité? Et nous, on a commencé dans un garage. On avait mon associé, comme je te l'ai dit, était du Grand Bornand. Ses parents nous ont mis à dispo un petit garage qui était à côté de leur magasin de sport. Notre premier achat était une cafetière. On savait qu'il fallait qu'on ait un peu de caféine pour pouvoir tenir le rythme. Et du coup, on a commencé par vraiment concevoir le cahier des charges du site, vers où on voulait aller, quelle était la charte graphique qu'on voulait, cette idée de reblochon qu'on offrait dans nos commandes, quelles étaient les marques avec lesquelles on voulait bosser. Donc la première étape, elle a été de concevoir le site, et ensuite de concevoir le catalogue avec les produits qu'on allait proposer à la vente sur le site. T'as deux notions qui sont à mener de front. Il y a à la fois le front, hein, l'outil de vente, le site internet. Vous avez utilisé quelle solution? C'était OS Commerce à l'époque. OS Commerce, oui, tu l'as dit tout à l'heure. Et puis il y a le sourcing. Il faut créer ce catalogue. Tu parles de catalogue, il faut bien le créer. Donc en fait, il faut avoir un minimum de stock. Non, comment vous avez fait? Vous avez travaillé en dropshipping, vous avez sorti toutes vos économies, et puis vous avez acheté les premières références. Comment vous avez fait?
Alors, il y avait un peu de tout. On avait la chance de pouvoir bénéficier des stocks du magasin qui était juste à côté, mais qui avait un échantillon de marques qui était assez réduit. Euh, on, on était basé au Grand Beau, donc à proximité d'Annecy, et à l'époque, les marques avaient encore un peu de stock tampon à Annecy. Maintenant, c'est géré sur des grandes plateformes qui sont plus loin. Mais oui, le matin, en gros, on prenait les commandes de la veille, et puis moi, j'allais faire le tour au parc des Glaisins, qui est le parc qui concentre un peu l'ensemble des entreprises de l'outdoor qui ont leur siège français à Annecy. Et puis, bah, j'allais récupérer tous les produits qu'on avait vendus la veille pour les remonter au Grand Beau, les mettre en carton, mettre une étiquette, et puis ça repartait. Et puis, bah, petit à petit, euh, on a commencé à constituer du stock sur des produits qui étaient hyper demandés. À l'époque, je ne sais pas si tu te souviens, il y avait les casques Skullcandy qui étaient des casques audio qui étaient faits pour les jeunes qui aimaient bien la glisse et compagnie. Donc ça, on était obligé d'acheter. On commençait à acheter parce que du coup, la demande, elle commençait à exploser. Donc plutôt que de descendre tous les jours, bah, on essayait de constituer un petit stock. Et assez rapidement, on a déménagé l'entrepôt dans lequel on est resté jusqu'en 2015. On est rentré dedans en avril 2009. Donc ça, ouais, il s'est passé 8 mois dans notre garage. Et puis bah, après, on avait besoin d'un entrepôt pour commencer à constituer notre stock. Et C'est dès vraiment la... dès le départ, tu vendais aussi des skis. Dès le départ, on vendait des skis. Dès le départ, en fait, on avait les trois univers, snow, outdoor et street. Euh, et, euh, et on avait des skis et on avait tout de suite embrayé on voulait absolument avoir une offre été outdoor pour ne pas être dépendant que du ski alpin et que de la neige. On voulait vraiment désaisonnaliser dès le début. Et justement, les skis, c'est du hors gabarit. Tu passes pas ça en messagerie classique. Euh, Bah, si, ça passe. on ferraille un peu, mais les arêtes développées, sur nos cartons, elles font 2,80 m. Et je crois que le seuil, il était à 3,50 m, donc c'était bien passé. Et puis bah, après, on a, on a, on a toujours essayé de, comment je peux te dire ça, de faire primer un peu le relationnel sur les deals qu'on pouvait avoir avec La Poste, avec TNT à l'époque. Et du coup, bah, on expliquait notre projet, et puis bah, les commerciaux, les directeurs commerciaux, ils avaient envie de nous aider, ils disaient, ah, bah, c'est les deux petits jeunes, ils lancent leur boîte. Et on a toujours réussi au final à faire transiter nos skis. Maintenant, on a la chance d'avoir un peu plus de volume, donc la question ne se pose plus, mais à l'époque, effectivement, les transporteurs transportaient des skis. Ouais, j'imagine que la préparation de commandes, ça devait être rigolo aussi pour trouver les cartons, les emballages qui allaient bien. Ça devait pas être évident. Merci pour ce petit revival du début. Aujourd'hui, et parle-nous d'aujourd'hui. Snow Leader, donne-nous quelques chiffres qu'on puisse un peu comprendre la taille que l'entreprise a pris toutes ces années durant. Alors là, 2021, ça a vraiment été une année charnière pour Snow Leader. On a déménagé au mois d'avril dans un nouvel entrepôt logistique. Donc on est passé d'à peu près 3000 m² de stock à 25 000 m² de surface logistique. Ce qui va nous permettre bah, de croître et de ne plus avoir à gérer ces problématiques d'espace comme on a pu gérer par le passé. Euh, on a réalisé sur l'année 2020-2021 à peu près 10 millions d'euros de croissance, donc c'est un tiers de notre chiffre d'affaires. On est en peak season, donc en ce moment, pour nous, la peak season, c'est du Black Friday jusqu'à la fin des soldes d'hiver, entre 180 et 190 répartis sur les différents sites. On envoie un peu plus de 350 000 colis sur les 12 derniers mois. On a déménagé notre siège social dans un nouveau bâtiment qu'on a fait construire pendant l'année Covid. Toujours à Annecy. Toujours à Annecy. On a déménagé le 18 novembre, donc tu vois, c'est tout frais. On est présent dans 7 pays, on est traduit dans 5 langues, on fait un peu plus de 52% de notre chiffre d'affaires à l'export.
qu'est-ce que je peux te donner? C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Tout ce que tu me dis. 350 000 expéditions, c'est ça, sur le dernier exercice. Ouais. 52% des ventes à l'international. On parlait tout à l'heure du UK. Tu confirmes que c'est le premier marché en dehors de la France pour toi? Non, mais je te dirai pas lequel c'est, mais c'est pas le UK. C'est pas le UK, ok. Mais un gros marché, c'est un gros marché. Ouais, vous êtes présent au UK, en Allemagne, dans le Dash, j'imagine, hein, donc avec l'Autriche et la Suisse, Italie et Espagne, c'est ça? Exactement, ouais. Okay. Et la Belgique. Et la Belgique. Vous avez un entrepôt qui a été dont la taille a été multipliée quasiment par 5 ou 6, non même plus, 6 ou 7. C'est parce que avant vous étiez en train d'exploser les murs et que vous prévoyez une croissance. En fait, vous avez anticipé une croissance pour pouvoir rester longtemps, ou c'est quoi la raison? Ou alors vous aviez outsourcé une partie de la logistique? Pourquoi passer? Enfin, c'est énorme, le gap entre 3500 mètres carrés et 25 000, il est très sensible. Ouais, en fait, on poussait les murs depuis plusieurs années. On avait des entrepôts soupapes un peu à droite à gauche. Et il fallait vraiment qu'on se dote d'un entrepôt qui était à l'échelle de nos ambitions. On a réalisé une troisième levée de fonds en janvier 2020 avec un objectif de chiffre d'affaires à un peu plus de 100 millions d'euros à horizon 5 ans. Et de déménager la logistique, on est devenu expert parce qu'on l'a fait 3 ou 4 fois déjà. Et on a eu l'opportunité d'acheter une ancienne usine de fabrication d'engins de chantier. Alors la première fois que je suis rentré dedans, je me suis dit oula, c'est quand même immense. Et puis à force de tourner les fichiers Excel dans tous les sens et puis de se dire quels sont les risques, quelles sont les opportunités aussi d'avoir cette surface, on s'est dit on se lance dans le projet. Et puis de toute façon dans tout projet logistique, tu as des effets de seuil. En fait, tu sais que si tu te dotes de l'outil qui est adapté pile le moment où tu emménages, tu sais que dans 2 ans, quand tu es dans une trajectoire de croissance, tu vas avoir un problème. Donc on s'est dit, là, on est profitable, on vient de lever des fonds, et donc si on doit initier un mouvement structurant pour le futur de l'entreprise, autant le faire maintenant. Donc on sait que là, en termes de loyer, du coup, ça nous coûte plus cher que si on était pile poil sizé pour la taille d'aujourd'hui. Mais par contre, on sait qu'on a vraiment l'outil pour pouvoir atteindre la target qu'on s'est fixée, quoi. Ok. Donc, ça, c'est l'outil logistique. Tu as mentionné les effectifs en peak season. C'est-à-dire maintenant, un peu moins de 200, hein, c'est ça, entre 180 et 200. Tu as besoin d'être renforcé pendant la période sur, on le devine, l'aspect justement supply pour la préparation de commandes, j'imagine. Il y a d'autres aspects. Est-ce que le service client, par exemple, est quelque chose qui doit être renforcé? C'est les 2 équipes qui ont un effectif élastique. C'est le service client et la partie logistique. Et on a essayé un peu toutes les formules. On va dire que sur le service client, notre croissance, elle nous permet de pérenniser, on va dire 70% des postes à durée déterminée qu'on crée pendant l'hiver. En logistique, c'est impossible parce que on a recours à de l'intérim. On s'y est refusé pendant. Ça fait que 3 ans qu'on a recours à des intérimaires l'hiver. Parce que moi, je trouvais que c'était quand même pas très... socialement, j'étais pas très à l'aise avec ce type de pratique. Mais le Black Friday ayant pris une part si importante dans notre chiffre d'affaires annuel sur un temps qui est extrêmement court, on est obligé d'avoir recours à des intérimaires parce que sinon on n'arrive pas à tenir la case. C'est un peu là une réalité qui est partagée par beaucoup d'acteurs économiques de la montagne. L'hiver, beaucoup recrutent on appelle ça des saisonniers, on peut appeler ça des intérimaires, on peut appeler ce qu'on veut, mais enfin le côté précaire est lié aussi à la densité d'activité sur un temps qui est plus réduit.
Parle-nous un peu des canaux de vente. On a beaucoup parlé du online, et peut-être qu'on y reviendra encore. Vous avez ouvert des magasins. Aujourd'hui, combien il y a de points de vente? Pourquoi vous les avez ouverts? Et y a-t-il un projet d'accélération dans ce sens-là? Alors, aujourd'hui, on a 3 points de vente d'ouvert. On a fait le virage en 2015. En fait, le virage, on l'a effectué pour 2 raisons. La première, le e-commerce en 2015, dans notre secteur d'activité, déplafonné aux alentours des 8-9% de part de marché. Donc, c'était l'euphorie sur le e-com, mais il y avait quand même 90% du business qui se faisait en physique. Et en fait, assez tôt, on avait développé un petit showroom dans notre entrepôt qui était à l'époque dans la plaine d'Alex. Donc pour les connaisseurs, c'est la route qui monte à la Clusaz et au Vent-Bordant depuis Annecy. Et on avait un chiffre d'affaires au mètre carré qui était juste incroyable dans ce petit point de vente, parce que vendredi soir ou le samedi, tous nos clients qui passaient, des fois ils n'avaient rien à acheter, mais ils venaient juste nous faire un petit coucou en nous déposant, parce que du coup, comme on offre des reblochons, nos clients ils s'arrêtaient pour nous offrir un produit de leur région, de l'agneau, du fromage, du vin, enfin bref, on a fait des apéros fameux. Et du coup, quand on a déménagé dans notre nouvel entrepôt dans lequel on est parti cette année, la communauté de communes qui nous a vendu le terrain refusait qu'on ait un showroom. Ils ne voulaient pas avoir de clients dans la zone, de clients particuliers, j'entends. Donc en fait, le jour où on a eu l'accord de prêt pour construire le bâtiment, on est parti en ville avec mon associé et puis on a acheté un magasin. Parce que du coup, on s'est dit, là, faut vraiment qu'on trouve une solution. On ne va pas laisser nos clients comme ça sans solution. Et je m'en souviens bien, on était en réunion de pool bancaire en centre-ville à Annecy. Et puis du coup, on avait eu l'accord, on était tout contents. Et puis on est allé voir un agent immobilier, on a dit voilà, on va être à tel endroit, on cherche telle surface. Et c'est comme ça que le magasin d'Annecy a ouvert ses portes en septembre 2015. Assez rapidement, déjà c'était un apprentissage, hein. On changeait de logiciel, et c'est pas qu'au sens imagé que je dis ça, parce que du coup, il a fallu aussi se doter d'un outil de caisse, synchroniser nos stocks entre le magasin et le e-com, développer le click and collect. Enfin, on a vraiment dû faire un saut technologique important. Et une fois qu'on a appris, le magasin d'Annecy, il était assez novateur, puisque on n'a pas toute l'offre en magasin, parce que le magasin il est en centre-ville, il est donc assez petit, et du coup il a fallu que nos clients ils comprennent comment ça fonctionnait, les ordinateurs qui sont installés, faire sa commande avec un vendeur qui les guide dans leur choix technique. Et dès que la boutique elle a atteint l'équilibre économique, on s'est mis en recherche de nouveaux points qui étaient capables d'accueillir une boutique. Donc on regardait Lyon, on regardait Paris, et de manière assez... on a eu une opportunité d'ouvrir à Chamonix. Alors on ne l'avait pas mis forcément dans les tablettes, et on s'est dit ouais, Cham, c'est cool. On avait quand même cette ambition de faire croître notre business export, et on s'est dit c'est la capitale mondiale de l'alpinisme, tous les passionnés de montagne européens ils passent par Cham un jour ou l'autre. Donc on tente l'aventure, et on a ouvert le magasin de Chamonix en décembre 2017. Et entre-temps, on avait trouvé un point de vente à Lyon. Donc on a travaillé en parallèle sur l'ouverture de Lyon qui a eu lieu en avril 2018. Et donc là, on s'est dit, on se laisse un an, on va structurer les 2 shops. On était quand même beaucoup plus petits, hein, avec nos 30% de croissance. En 2015, on faisait 12 millions d'euros de chiffre. Maintenant, on est un peu moins de 50, mais je veux dire, entre les 12 et 50, il y a quand même eu des étapes structurantes importantes. Donc on s'est dit, on va faire vivre nos 3 boutiques. On savait qu'on devait refaire une levée de fonds, parce qu'on avait des actionnaires qui étaient présents au capital depuis 5-6 ans, donc c'était le moment de les faire tourner. On s'est dit, on relance le projet de retail dès lors que la 3e levée de fonds elle sera faite. Et donc on a finalisé notre levée de fonds en janvier 2020, comme je te le disais. Covid, 15 mars. Donc le plan de la levée de fonds, c'était d'ouvrir 10 points de vente en France et en Europe. Il y en avait 4 en France et 6 en Europe. Tu te doutes bien que du coup le contexte n'a pas été ultra favorable à l'ouverture de points de vente physiques. Ouais, je peux comprendre. À la fois, difficulté de voyage pour identifier les magasins, des valeurs locatives qui n'étaient plus du tout
le reflet de la réalité de trafic des magasins qu'on voyait. Des zones qui étaient à Paris très densément peuplées de bureaux n'avaient quasiment plus de trafic. Donc pour pouvoir établir la valeur locative, c'était mission impossible. Et puis nous, on finance tous nos projets avec de la dette moyen terme. Et aller voir une banque pour ouvrir un magasin physique alors que les magasins avaient été fermés 3 fois pour cause de confinement, même si on arrive à raconter des belles histoires, c'était un peu compliqué. Donc on a décidé de mettre le projet en stand-by. Là, on est en train de réinitier tout doucement le projet. Voilà, nos magasins fonctionnent bien. On est vraiment content. Tu as une rentabilité sur les magasins? Tu as un point mort atteint? On a un point mort qui est atteint. Les magasins sont dans une structure qui est à part, qui a son propre modèle économique. Donc c'est une structure qui est rentable. On est content. C'est un centre de profit, quoi. Et là, l'idée, c'est de, à nouveau, tu commences à le dire, à nouveau accélérer sur l'ouverture des points de vente. Parmi le plan initial de l'ouverture de 10 points de vente, est-ce que il reste ISO, ou alors l'idée, c'est un peu de le downsizer? C'est quoi, là, et puis à quelle échéance? C'est pas forcément de le downsizer. On sait que on est capable. Ouvrir un magasin, c'est vraiment ultra chronophage et épuisant. Faut staffer les équipes, faut les former. Quand là, on a enchaîné Cham en décembre 17 et Lyon en avril 18, ça a vraiment rincé toutes les équipes parce que faire 2 ouvertures à notre taille, c'était costaud. Je pense que maintenant, compte tenu de la taille de la structure, on serait capable d'en faire 2 à 3 par an sans que ce soit aussi violent que ça a pu l'être en 2017-2018. La difficulté, c'est d'identifier les bons emplacements. Le développement du home office et des nouvelles pratiques du travail fait que les emplacements qui étaient bons avant le Covid ne sont pas forcément les bons emplacements de demain. Et puis on est en constante réflexion sur quelle est la bonne taille, quel est le bon modèle. On voit dans les commentaires que le fait que nos boutiques soient assez petites peut être assez déceptif pour des clients qui font de la route pour pouvoir venir nous voir. Malgré tout, le chiffre d'affaires au mètre carré et le modèle économique, lui, il est bon, ça, on en est persuadé. Donc, on a identifié les zones. Après, le format que les boutiques prendront, peut-être qu'on essaiera des nouveaux formats en fonction des emplacements qu'on trouvera. On n'est pas très dogmatique sur le sujet. Voilà, on sait qu'il y a des zones qui sont ultra importantes en Europe parce qu'on a une densité de clients qui est hyper élevée, que nos clients sont en attente, qui nous en parlent lors des événements. Quand il y a 2 ans, on avait organisé un événement au Grand Rex à Paris. Donc moi, à chaque fois, je prends le temps à l'apéro d'aller discuter avec les clients. Et l'idée, ce serait quoi? Ce serait de recommencer un peu d'activité, enfin cette activité d'ouverture, ou dans un moment de l'année où c'est moins le rush pour vous, c'est-à-dire vous laisseriez passer là la saison qui arrive et puis après vous vous repencherez dessus, ou c'est encore plus lointain? Non, on aimerait bien que dans le courant de l'année 2022, on puisse faire des ouvertures. Après, le retail, c'est pas une science exacte. Comme en e-com, on dit voilà, on change de plateforme, on change la version. Non, mais bien sûr, c'est encore conditionné à beaucoup de choses, mais enfin bon, l'idée c'est à nouveau avancer dans cette direction-là. Vous avez identifié le pourcentage ou c'est pas un bon KPI peut-être, le pourcentage des ventes que vous aimeriez réaliser offline versus online? Non, ça c'est pas un truc qui nous anime parce que notre croissance online elle est importante et ce qui nous anime c'est plus de se dire on a des bassins de consommateurs où on voit dans notre CRM que ces bassins concentrent vraiment une part de business qui est importante. Et donc pour consolider ce chiffre d'affaires, on veut apporter une proposition de service additionnelle qu'on ne peut offrir qu'en magasin physique. Et on veut aller sur ces zones de chalandise pour avoir une interface avec nos clients qui soit physique et plus
que web ou téléphone. Ou tu remets de l'humain au milieu de l'expérience d'achat. Je pense qu'il y en a beaucoup qui cautionnent ce genre de propos. Tu parlais justement de CRM, c'est une transition toute trouvée vers la relation client, justement. Je le disais en introduction, comment ce sujet est traité chez vous? Est-ce que vous traitez la donnée client avec un outil CRM? Comment vous faites de l'acquisition, la fidélisation, les réseaux sociaux? On a commencé un peu à en parler. Il y a la notion de communauté qui existe chez Snow Leader. Raconte-nous un peu comment ces sujets-là sont traités aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, le sujet, il est vraiment traité un peu à tous les étages. On s'est doté de Salesforce en 2015 avec une première brique qui était Sales Cloud, qui du coup aujourd'hui administre l'ensemble de notre service client. Donc on opère en interne 100% de notre service client en 5 langues, comme je te le disais tout à l'heure. Donc Salesforce est l'outil qui consolide tout le ticketing, que ce soit sur de l'administratif, du produit, toutes les questions qu'on peut avoir, que ce soit par mail, par téléphone, par chat, par WhatsApp, etc. Et là, on essaie vraiment de mettre les moyens. On a créé une équipe qui est vraiment spécialisée sur les conseils produits. Avant, c'était les achats qui s'en occupaient. Je trouvais qu'on était un peu en train de prendre du retard. Donc, on a vraiment créé une équipe de conseillers produits qu'on forme avec l'aide de nos fournisseurs, qu'on envoie sur le terrain, qui vraiment ont du temps pour pouvoir essayer nos 20-80. En fait, c'est tout con, mais on est revendeur de tentes, comme je te disais tout à l'heure, et on avait souvent des questions sur le montage. Et puis, les achats, ils ne pouvaient pas essayer toutes les tentes du marché, et puis même celles qu'on vendait le plus, ils ne savaient pas exactement où il fallait mettre les arceaux et compagnie. Donc j'ai dit, bon, tant pis, on en sort du stock, on les monte, on va voir. Il faut qu'on puisse vraiment renseigner nos clients et leur dire quelle est la réalité de l'utilisation de la tente. Et c'est un peu ce qui a initié la création de cette équipe. Donc voilà, on rajoute un peu de l'humain dans notre CRM pour pouvoir apporter la bonne réponse et être toujours en avance par rapport à des acteurs généralistes qui vendent un nombre de produits qui est réduit. Nous, on travaille avec 450 marques. On vend des produits pour aller ramasser des champignons ou pour aller faire l'Everest. Alors en amont, parce que là en fait on est, j'imagine, soit juste avant la décision d'achat, c'est-à-dire tu as besoin de porter du conseil pour rassurer, donc tu es dans une démarche de réassurance, ou tu es après-vente parce que le client a reçu son produit, il a besoin de conseils pour le monter, pour l'utiliser ou pour le comprendre. En amont de tout ça, il y a de l'acquisition, il y a de la notoriété, il y a les réseaux sociaux. Quelles sont les stratégies que vous mettez en place par rapport à tout ça? Notre stratégie d'acquisition, elle dépend de la maturité qu'on peut avoir sur un marché. Sur le marché français, qui est notre marché historique, notre premier marché, on va vraiment piloter entre le taux de repeat business qu'on veut générer, le taux de rétention des clients qu'on peut avoir. On vend des biens d'investissement, donc on sait que quelqu'un qui va acheter une paire de skis, on va être capable de lui vendre d'autres produits complémentaires. Mais à part sur nos gros clients passionnés, c'est rare qu'on achète plus de 2 paires de skis par an, en tout cas pour un même utilisateur. Une famille peut en acheter plusieurs, mais quelqu'un qui achète un set de skis de rando, il ne va pas en acheter 3 par an. Des investissements structurants. Donc on essaye vraiment d'avoir des personnae et de construire un peu des scénarios types en fonction du profil d'acheteur, du moment auquel ils achètent dans l'année. On sait que sur les vacances de février, on ne va pas avoir le même consommateur qu'on peut avoir au mois de novembre. Au mois de novembre, on va vraiment toucher les morts de faim de la neige qui, dès que les canons ont tourné à Valto, ça va être les premiers à aller faire un tour de rando. En février, on va toucher une clientèle plus familiale qui va pratiquer le ski comme une activité un peu plus ludique et moins sportive qu'on peut l'avoir. Donc on a vraiment des personnalités types et
des scénarios différents en fonction du consommateur qu'on vise et en fonction du moment de l'année. Avant les départs en vacances scolaires d'été, on sait qu'on a pas mal de clientèle un peu plus jeune qui va acheter une tente pas chère pour pouvoir aller se faire des vacances au camping. Donc voilà, on a établi vraiment une liste de personnalités avec des scénarios différents en fonction du moment dans la saison. La communauté Snow Leader, t'en parlais tout à l'heure, elle a vraiment pris forme aussi avec l'ouverture des points de vente physiques, puisqu'avant on n'entretenait qu'une relation virtuelle avec nos clients. Et quand on a fait l'inauguration des boutiques, on a été ultra surpris de l'engouement. Les clients sont venus voir, c'est cool, on peut vous rencontrer, c'est sympa. Et du coup, ça, on l'a décliné sur de l'événementiel après, dans nos boutiques. Donc, on essaye d'avoir à peu près entre 1 et 2 à 3 activations par mois par point de vente pour organiser des courses, pour organiser des diffusions de films, des rencontres avec des athlètes. Et on l'a aussi dupliqué avec un événement qu'on organise l'hiver à Valto qui s'appelle le Snow Leader Mountain Test, qui est un test des produits de l'année d'après. Donc on fait tester fin avril les skis et les snowboards de l'hiver d'après. Et la dernière édition qui a eu lieu, donc c'était en 2019, on a réuni quand même un peu plus de 1200 clients qui se sont déplacés à Valto. Donc ils viennent de nuit, ils arrivent le vendredi soir. Nos clients VIP sont logés à l'Altapura, qui est un des plus beaux hôtels de station, vraiment magnifique. Nos autres clients sont au centre UCPA, qui est privatisé pour Snow Leader pour l'occasion. Et tout le monde se rencontre, les marques, nos acheteurs, le service client. Une grande partie de l'équipe Snow Leader est présente sur l'événement. Et je trouve ça, moi, à chaque fois, ça m'émerveille de voir les clients qui viennent le dernier week-end d'avril, à Valto, qui n'est quand même pas la station la plus accessible, et ils sont là pour tester le matos. Le soir, ils déposent des avis, ils participent à toutes les sorties qu'on organise, et du coup, on leur fait vivre une expérience qui est unique. Moi, je me souviens quand j'étais chez Nike, j'ai un pote qui m'a invité au test professionnel de ski. Je suis arrivé, il y avait toutes les marques qui étaient là, je pouvais essayer tous les skis que je voyais que sur des magazines. Les représentants, ils étaient en train de me régler les fixations aux pieds, je pouvais essayer des skis que j'avais vraiment toujours rêvé de skier. Et en fait, de faire vivre cette expérience-là aux clients, et ils ne peuvent venir que s'ils sont clients, et du coup, ils adorent, ils repartent, ils ont une banane maximum, et ils se sentent clients. En fait, la notion de se sentir client, pour moi, elle avait un peu disparu du e-commerce parce qu'on avait des templates qui étaient tous un peu les mêmes. Parfois, on ne sait même plus sur quel site on a acheté parce que vraiment l'expérience, elle est assez basique. Et là, tous les clients qui repartent le dimanche soir, moi, je suis installé à la machine à bière pendant tout le week-end. C'est moi qui sers les bières à tous les clients. Comme ça, je suis sûr de les croiser et de pouvoir discuter avec eux. Et du coup, tout le monde est ravi de cet événement et nos clients, ils veulent racheter parce qu'ils veulent participer à cet événement. Ils sont clients de l'enseigne, ils savent que de partager ce moment avec nous, ils vivent quelque chose qui est fort et ça participe vraiment à la notoriété de Snow Leader. J'imagine que vous utilisez, il doit y avoir du contenu visuel, des vidéos, des photos qui sont pris à l'occasion de cet événement et que vous devez rediffuser plus largement au sein de vos différentes communautés ce qui s'est passé durant le week-end. Exactement. En fait, la première année, on a un peu ramé pour lancer l'événement parce qu'on n'avait pas ces assets vidéo, médias, et puis même pour engager nos fournisseurs pour venir. On n'est pas agence d'événementiel, mais on est passé d'un statut de revendeur e-commerce à organisateur d'événements. Donc, il a fallu embarquer aussi nos marques, nos fournisseurs dans ce projet-là. Et on a produit un super film. Et l'année d'après, en fait, donc, on s'est servi du film comme support. On s'est dit, bon, allez, on va reprendre le même nombre de places au centre UCPA, parce qu'il n'était pas privatisé au départ, on en avait qu'un quart. Et en fait, on était sold out 3 mois avant le début de l'événement. Bon, c'était impossible de rajouter des chambres parce que le planning de l'UCPA faisait que c'était pas possible.
Et du coup, l'année d'après, on a booké tout le centre. Et ça a été un énorme carton, quoi. Et l'idée, là, ce serait de refaire la même chose à la fin de cette saison? Ouais, c'est booké pour avril 2022. Ça tombe à cheval sur le week-end du 1er mai, je crois. Et donc, la date est bookée et on espère pouvoir que les conditions sanitaires nous permettront de pouvoir faire en sorte que cet événement ait lieu. C'est vraiment un moment qui est ultra sympa. Et quand on a dû annuler en 2020, on a eu plein de messages de nos clients. C'était vraiment adorable. On a remboursé l'événement, bien évidemment, mais tout le monde disait, gardez-le en avoir. De toute façon, on viendra à la prochaine édition. Il n'y a pas de souci. Voilà, c'est un événement où on partage autre chose que du business avec nos clients. On entretient vraiment une relation, j'allais dire affectueuse, quoi. Et je trouve que c'est super cool d'arriver à faire ça dans un univers e-commerce qui peut paraître un peu aseptisé, froid. Ouais, c'est ça, tu replaces par tous les moyens possibles finalement l'humain dans une expérience globale qui dépasse l'achat, mais qui est une expérience snow leader, enfin qui est une expérience de la montagne. Thomas, écoute, tu sais quoi, ça fait déjà 1h03 qu'on enregistre et je trouve que ça a été passionnant, j'ai pas vu passer le temps. Je voulais te remercier pour finalement la sincérité avec laquelle tu nous as partagé ce que tu ressens, les enjeux de ce secteur d'activité-là sur la saison qui arrive, les nouvelles pratiques et puis la façon avec laquelle donc Snow Leader, cette Roblochon compagnie, comme j'aime bien l'appeler, reprendre ton appellation, adresse ce marché. Je crois que ça a été hyper clair. J'ai envie aussi de remercier tous ceux qui nous écoutent. Vous êtes toujours plus nombreux, donc merci beaucoup. Merci également à Comexposium, l'éditeur du One-to-One Retail E-Commerce Monaco, pour son support et son soutien dans cet épisode-là. Thomas, merci 1000 fois. Et puis je te dis bonne glisse. Bah ouais, peut-être rendez-vous sur les pistes. Ça marche. Allez, à bientôt. Salut.